Le Koweït bouge. En 2017, le gouvernement a lancé la vision Koweït 2035, initiative ambitieuse visant à réduire la dépendance au pétrole et à orienter le pays vers une économie plus diversifiée et axée sur la connaissance. C'est déjà un objectif partagé dans tout le Golfe, mais à l'heure actuelle, le Koweït est en train de perdre la course face au sud de l'Arabie Saoudite. Les Émirats arabes unis et le Qatar progressent rapidement avec de puissants mégawatts, des investissements étrangers records et des pôles majeurs pour l'aviation, la finance et le tourisme. Pour rester compétitif, le Koweït accroît ses investissements publics via de nouveaux méga-projets clés. Des dizaines de milliards ont déjà été investis, d'autres suivront. L'expansion de l'aéroport international de Koweït et de l'ensemble de son secteur aérien est une pierre angulaire de cette campagne. Saisissant visuellement, impressionnant techniquement et titanesque, l'aéroport incarne les ambitions du Koweït. Au-delà du faste, il est un catalyseur clé pour un pays cherchant à se réinventer géopolitiquement et économiquement. Reste à voir si ce nouvel aéroport permettra au Koweït d'atteindre son véritable potentiel. Le voyage jusqu'ici. Lorsque l'on retrace l'évolution de l'aéroport et du secteur de l'aviation d'un pays, on peut souvent en dessiner les hauts et les bas de son histoire moderne. Le Koweït ne fait pas exception. Donc, pour reprendre le vieil adage, si nous voulons comprendre où le Koweït et son aéroport se dirigent, nous devons en savoir un peu plus sur leur passé. Les véritables débuts de l'histoire de l'aviation du pays remontent à la fin des années 1920, à une époque où le Koweït n'était qu'une modeste ville portuaire, bien que stratégiquement située sous protection britannique. Imperial Airways, le prédécesseur de British Airways, vraiment impérial il faut le dire, a intégré ce centre bédouin à ses routes aériennes intercontinentales. Leurs avions branlants atterrissaient à l'aéroport de Dasmer, une simple piste d'atterrissage à la périphérie de la ville. Les avions s'y arrêtaient long pour faire le plein, généralement lors des longs trajets interminables entre la Grande-Bretagne et l'Inde. Les vols civils ont débuté en 1932, marquant une étape clé pour une région alors prospère grâce aux perles et au commerce. La découverte des champs pétrolifères en 1934 mena à la création de la Kuwait Oil Company. Un nouvel aéroport, plus moderne, fut rapidement proposé pour gérer l'augmentation du trafic des entreprises et l'afflux de techniciens étrangers. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale força les administrateurs britanniques à mettre le projet de côté. Relancé fin 1940 lors de l'apogée de l'économie pétrolière du Koweït. L'aéroport Aounougra, ainsi nommé, fut bâti dans le quartier Nouza de Koweït avec une piste élargie, des bâtiments en béton et des hangars pour des opérations uniquement de jour. Les agents de billetterie des compagnies aériennes étrangères, quant à eux, commencèrent à se multiplier dans le centre urbain voisin. Les opérations ont progressé régulièrement dans les années 1950 portées par le statut du Koweït comme principal exportateur de pétrole du Golfe Persique et la création en 1954 de Kuwait National Airways. En 1961, juste après l'indépendance du pays vis-à-vis de l'Empire britannique, le Koweït a inauguré son nouvel aéroport de Mugwa, comme on l'appelait, à environ 16 km au sud de sa capitale. Les opérations à l'ancien Al-Nougra ont progressivement cessé et l'infrastructure a été démantelée petit à petit au profit du nouveau hub. Aujourd'hui, c'est l'emplacement du hub moderne du pays, l'aéroport international du Koweït. Avec une piste de 22 km, un parking avion et une tour de contrôle ouverte 24 heures sur 24, il s'est développé pour répondre à la demande croissante. Il allait également bientôt accueillir la flotte plus importante du transporteur national, après avoir intégré 4 DC-6 de son concurrent national, Trans-Arabia Airways. Ces investissements étaient essentiels pour relier le monde à ce qui était, à l'époque, dans les années 60 et 70, le pays le plus développé, progressiste et économiquement diversifié de toute la région du Golfe, avec peut-être Bahreïn. Le Koweït était en réalité à la tête du secteur de l'aviation de la région, en grande partie grâce à son transporteur national. En 1979, sa capacité atteint 5 millions de passagers par an avec un nouveau terminal. L'aéroport a grandi, désormais ouvert 24h/24, disposé de systèmes de navigation, d'atterrissage, de communication avancée et d'un éclairage moderne, contrairement aux opérations limitées à la journée auparavant. Un tout nouveau centre de fret a également été construit juste à côté du terminal pour répondre à la demande croissante dans la région. Je ne veux pas trop m'attarder sur l'architecture, mais dans ce cas, je pense que je dois le faire. Et c'est parce que, pour ce qui est des terminaux, celui-ci était, et reste d'ailleurs, vraiment très particulier. Regardez par vous-même. Ce projet a été conçu par Kenzo Tange, grand architecte japonais et pionnier du mouvement métaboliste, né après la Seconde Guerre mondiale au Japon. Porté par la croissance minière et attiré par la culture japonaise. Plusieurs pays du Moyen-Orient, le Koweït étant le plus en vue, ont offert un terrain favorable aux principaux représentants du mouvement, ceux-ci ayant déjà rencontré le succès en concevant l'ambassade du Koweït à Tokyo.
Le nouveau Terminal 2 de Kenzotange, comme on l'appelait à l'époque, a été accueilli avec des éloges dans le monde entier. Un célèbre critique britannique l'a décrit comme le plus beau terminal du monde, saluant sa simplicité saisissante de couleurs et de formes. Un espace blanc sculpté, frais comme un glaçon, immense comme une bouffée d'air, léger comme une tente ou une toile, suspendu par des câbles et des voiles, et ce n'était que l'intérieur. Voyez maintenant d'en haut tel un oiseau. C'est conçu comme un avion. Ajoutez de vrais avions garés autour et vous obtenez des petits avions qui têtement le vaisseau mère. Des passionnés l'ont comparé à un vaisseau spatial hollywoodien, Star Wars étant alors un phénomène culturel. Ce n'est probablement pas une coïncidence, mais maintenant l'histoire devient plus sombre. Après une série d'agrandissements et de rénovations dans les années 1980, dont une deuxième piste orientale de 35 km parallèle à l'existante, l'aéroport mondialement connu du Koweït est entré dans une phase traumatisante et marquante de son histoire, provoquée par l'invasion dévastatrice du Koweït par l'Irak. Le 2 août 1990, les forces de Saddam Hussein ont pris l'aéroport, le transformant en base logistique militaire et déplaçant au moins 15 avions koweïtiens pour empêcher leur utilisation par la coalition. Les pistes et installations ont été fortifiées et intégrées à la défense. L'intérieur a largement été vandalisé, saccagé et revendu. En février de l'année suivante, l'aéroport et les routes menant au centre névralgique furent le théâtre de la bataille de l'aéroport international de Koweït. Ce fut le dernier grand affrontement terrestre de la campagne de libération de la coalition et il fut particulièrement dévastateur. Les tirs d'artillerie de Tangan, surtout les bombes à sous-munitions, ont détruit l'aéroport, laissant de grands cratères sur les pistes et bâtiments. Alors que les Irakiens défendaient obstinément le poste avancé, sans savoir qu'un cessez-le-feu avait été décrété, la bataille de l'aéroport n'a duré qu'une journée, se terminant avec le cessez-le-feu et la libération du Koweït. Les dégâts étaient importants, mais grâce au financement américain, la restauration partielle de l'aéroport a été rapide et des vols civils ont repris mi-1991. La récupération complète et la modernisation ont cependant pris plusieurs années de plus, avec des investissements supplémentaires estimés entre 50 et 100 milliards, ainsi qu'une augmentation des dispositifs de défense militaire. Avançons maintenant jusqu'en 2017. Le Koweït s'était depuis longtemps remis de ses blessures de guerre et connaissait une croissance prometteuse avec un secteur de l'aviation compétitif. Environ une décennie plus tôt, les responsables gouvernementaux avaient libéralisé les services aériens, donnant naissance aux compagnies privées Jazeera Airways et Watania Airways. Les transporteurs régionaux à bas coût comme Fly Dubai et Flynas d'Arabie Saoudite assuraient également un trafic régulier. À la fin de 2017, l'aéroport du Koweït avait accueilli un nombre respectable de 117 millions de passagers. Même avec le petit terminal Sheikh Saad ouvert en 2009 puis fermé, l'aéroport débordait, ce qui soulageait un peu. C'est devenu une priorité officielle. Ainsi, 2 autres terminaux, le 5 et le 4, ont été construits dans cet ordre en mai et août 2018. Le terminal 5 sert Jazeera Airways, tandis que le terminal 4, doté de 9 portes et d'une capacité de 45 millions de passagers par an, dessert Kuwait Airways. Globalement efficaces, ces solutions temporaires ne tiendront plus longtemps. De plus, le Koweït affronte depuis des décennies un autre problème devenu critique. La montée irrésistible et exponentielle de ses voisins du Sud, qui grignotent rapidement sa pertinence dans le Golfe. Ce dont le Koweït avait désespérément besoin, et a toujours besoin, c'était du terminal qu'il rêvait et planifiait discrètement depuis des années, à savoir le nouveau colosse terminal 2 de 708 000 m². Le nouveau terminal, prévu à lui seul, sans même parler des autres terminaux existants, devrait accueillir jusqu'à 13 millions de passagers par an une fois qu'il sera ouvert au trafic commercial. Cela peut sembler modeste, mais il y aura de la place pour croître. Une seconde phase d'expansion à venir devrait porter la capacité à 25 millions de passagers par an. On prévoit une capacité de 50 millions ou plus, à laquelle s'ajoutent 14 millions par an des autres terminaux du complexe. Cela placera le Koweït parmi les aéroports à la plus grande capacité mondiale. Le nouvel aéroport sera immense, couvrant 708 000 m² au sol, éclipsant ainsi les terminaux actuels. Le terminal 4 utilisé par Kuwait Airways fait 55 000 m² alors que le terminal 5 de Jazeera Airways est plus petit. Pour donner une idée de l'échelle, le terminal 2 pourra contenir le terminal 1 de Kenzotange. Oui, il a été renommé 3 fois de suite. Le projet du nouveau terminal est estimé à 43 milliards financé par le gouvernement koweïtien, mais ce montant est probablement sous-évalué. L'expansion coûterait entre 58 et 82 milliards selon la source et les phases du projet incluses.
Le cabinet d'architectes londonien Foster Partners, lauréat du prix Pritzker, a remporté la conception de l'aéroport. La société turque Limak-Insart assure la construction, décrochant le plus grand contrat à lot unique jamais attribué à un entrepreneur turc à l'étranger. Parallèlement, la société espagnole d'ingénierie et de conseil Ineco assure la gestion de projets et les services de préparation opérationnelle pour l'ensemble du programme d'expansion. La phase 1 débutée en 2017 visait le terminal, les centrales de refroidissement, les systèmes de traitement des bagages et les tunnels de service en sous-sol. En 2023, les responsables annonçaient au déjà environ 70% d'achèvement pour la fin 2025. Au moment de l'enregistrement, une grande partie de l'infrastructure est déjà terminée. La priorité a évidemment été donnée à l'infrastructure dont dépendent les autres phases. Ainsi, les opérations de ces phases peuvent, d'une part, prendre de l'avance et, d'autre part, fonctionner sans interruption. La phase 2 porte sur les structures voisines, dont un vaste parking de 325 000 m² pouvant accueillir près de 5 000 véhicules sur 3 sous-sols et une mezzanine. De nouvelles routes, centres de transport, bâtiments administratifs et chantiers ont aussi été construits. La phase 2 était achevée à près de 70% début 2024 et devrait être pleinement opérationnelle prochainement. La phase 3, étape finale, se concentre uniquement sur les sections côté piste. Les travaux de terrassement ont débuté fin 2024, marquant l'entrée du méga-projet dans sa phase structurelle finale. L'élément clé était la nouvelle troisième piste du complexe, longue de 458 km parmi les plus grandes du Golfe. Et sa longueur offrira aux avions une portance suffisante pour compenser l'air mince et à faible densité qui caractérise les températures extrêmement élevées. La piste pourra aussi accueillir aisément de gros avions actuels, comme l'Airbus A380. Depuis la fin octobre 2025, elle est désormais entièrement achevée et opérationnelle, équipée des dernières technologies et dispositifs de sécurité, la préparant au succès du XXIe siècle. Ce développement a lancé les grands travaux sur la piste Est de 1986 pour 14 mois. Durant cette période, la troisième piste assurera l'essentiel des opérations. Elle sera étendue à 4 km rénovés après des années de trafic et modernisée avec des technologies radar et de guidage avancées pour garantir efficacité et sécurité. Les voies de circulation, les aires de stationnement, les systèmes de drainage et les chaussées seront également rénovés ou ajoutés lors de cette phase. De même, les réseaux de tunnels et les bâtiments de service nécessaires aux opérations quotidiennes. Une nouvelle tour de contrôle est déjà installée, remplaçant une plus petite, désormais obsolète, datant de 1986, il faut le dire, et c'est une tendance dans l'ensemble du monde arabe. Elle est très attrayante pour une tour de contrôle, avec ses motifs géométriques islamiques et sa teinte orange solaire rayonnant sur le désert. Elle est haut de gamme, dotée de systèmes de navigation avancés, permettant à ses opérateurs de gérer plus de 600 000 vols par an, avec une couverture à 360 degrés sur les 3 pistes et des fondations à isolateurs de base. Le site gère les risques sismiques ou de secousses. Et dans l'ensemble, je suis sûr que je serai d'accord. C'est une sacrée opération, et nous n'avons même pas encore abordé les projets lourds. À la fin de 2025, l'objectif officiel d'achèvement reste fixé à la fin de 2026, avec les premières phases opérationnelles qui devraient ouvrir peu de temps après. Les Koweïtiens plaisantent en surnommant la campagne de développement du gouvernement Vision 3035, évoquant un léger retard de près d'un millénaire. Comme pour toutes les bonnes blagues, il y a cependant une grande part de vérité. Lorsque les travaux de construction ont commencé en 2017, l'ensemble du projet devait être achevé en août 2022. La Covid a durement frappé, perturbant les chaînes logistiques mondiales et arrêtant l'arrivée de la main-d'œuvre étrangère essentielle à la construction. Mais il y a aussi d'autres responsables. Des problèmes logistiques sur le terrain, des blocages bureaucratiques, des irrégularités dans les appels d'offres et une paperasserie excessive sont également largement à blâmer. La Covid a durement touché l'aviation au Koweït, mais des problèmes systémiques ont aussi freiné la compétitivité du pays dans ce secteur. Voici un exemple. En 2023, l'aéroport a reçu plus de 156 millions de passagers, soit 26% de plus qu'en 2022. Cependant, à la mi-2024, ce taux avait en fait diminué de 1%, puis de 3% l'année suivante. Et alors que tous les autres grands aéroports du Golfe, sans exception, connaissaient des taux de trafic aérien stables, ou même records, ce n'était pas le cas au Koweït. Dubaï a accueilli 923 millions de passagers en 2024, soit 61% de plus qu'en 2023, établissant un record régional. Et cela souligne le besoin supplémentaire de son nouvel aéroport gigantesque, censé accueillir l'incroyable chiffre de 260 millions de passagers par an.
Nous avons réalisé une vidéo à ce sujet. C'est complètement fou, bien sûr. Grâce aux économies d'échelle, les méga-aéroports comme Dubaï, Doha, Riyad et Abu Dhabi attirent tous le trafic au détriment du Koweït. Grâce à de meilleures infrastructures, un kérosène moins cher et des routes plus étendues. Les inefficacités de l'aéroport du Koweït, dues à des infrastructures et services obsolètes, sont aussi en cause. Les compagnies aériennes signalent régulièrement des insuffisances et des retards, nuisant à l'expérience des passagers. La lenteur bureaucratique, les décisions tardives et les revers institutionnels entraînent inévitablement des échecs, qu'il s'agisse d'attirer de nouvelles compagnies aériennes ou de renouveler d'anciens contrats. Le résultat a en fait été un exode constant des grandes compagnies aériennes. British Airways a suspendu ses vols directs en mars 2024 après 6 décennies d'opérations. Cela faisait suite au précédent retrait de Lufthansa et Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Depuis 2019, au moins 14 compagnies aériennes ont fermé, montrant le manque de viabilité économique du Koweït comme hub aérien. Pour rester compétitif, il doit poursuivre son expansion. Il semble que le terminal soit effectivement presque terminé. Un signe révélateur en est l'installation récente des passerelles d'embarquement pour les passagers. Ces équipements lourds sont souvent installés en dernier lors de la construction. Il ne reste plus qu'à attendre le reste. Le Koweït doit surtout veiller à régler ses problèmes institutionnels, bureaucratiques et son climat des affaires lorsqu'il sera prêt, pour rester pertinent et atteindre ses objectifs. Nous en reparlerons plus tard. Assez de pessimisme, tournons-nous vers les fruits du travail acharné que les responsables koweïtiens peuvent désormais présenter fièrement au public. Et c'est bien sûr le grand terminal lui-même, un méga-projet à part entière qui élève le mastodonte. Pour commencer, le design du Terminal 2 est unique et démontre une fois de plus la prédilection du gouvernement koweïtien pour l'esthétique visuelle afin d'anticiper les critiques. Le bâtiment comporte 3 ailes symétriques de 12 km de long, toutes partant d'un nœud central de 25 mètres de haut. L'aéroport évoque un bâtiment en hélice à 3 pales, reprenant le thème aéronautique de Kenzo Tange des années 1970, mais les entrepreneurs recherchent des thèmes plus réfléchis. La forme triangulaire rappelle les bateaux à voile traditionnels d'Ahau du Golfe, historiquement utilisés pour la pêche aux perles et le transport maritime. Elle mentionne aussi les oiseaux de proie du Koweït et de la région, notamment le faucon vénéré en vol. Le dao et le faucon figurent tous deux sur les armoiries nationales du Koweït. Une caractéristique majeure du toit, qui s'étend sur près de 300 000 m², je dois le préciser, est l'immense étendue de panneaux solaires photovoltaïques, la plus grande au monde. Pour un seul terminal, il y en aura environ 81 000, avec une puissance de pointe estimée à 294 MW, conçue pour générer environ 50 GWh par an. Cela couvrira près de la moitié des besoins en chauffage de l'eau chaude et représentera environ 10% de l'énergie totale du bâtiment, selon une source. Maintenant, la structure principale du toit, c'est une véritable démonstration d'ingénierie et d'architecture. Elle repose sur 90 mégacolonnes en béton, reliées par des arcs et 817 éléments préfabriqués. L'ensemble, de 150 à 350 tonnes, est placé à environ 40 mètres au-dessus de la dalle de fondation. Pour soutenir l'ensemble, 36 964 cassettes composites en acier et béton, pesant entre 6 et 26 tonnes et de tailles diverses, sont utilisées. Regroupés en blocs modulaires, ils formeront les dômes imprégnés d'influences islamiques qui s'étendront sur toute la longueur et la largeur de l'espace intérieur du terminal. Ces cassettes de coque ont été fabriquées sur place par la société danoise Adarpa, experte en innovation mécanique et fabrication de moules assistés par ordinateur. Il s'agit de 85 tables réutilisables et numériques dotées d'actionneurs laser qui créent des dizaines de milliers de moules uniques de plusieurs tonnes, à un rythme stupéfiant d'environ 100 unités par jour. Dans 9 zones d'usine, une flotte de grues spécialisées hisserne ces coques à l'aide de vérins hydrauliques sur une solution temporaire, principalement composée d'arcs secondaires en acier lié. Voici le calendrier. La fabrication des cassettes a débuté en décembre 2018 et l'installation en avril 2019. En mars 2022, malgré les interruptions Covid, la fabrication et l'installation étaient officiellement achevées 3 ans plus tard. La conception globale a soigneusement intégré l'adaptation aux conditions locales dans l'un des pays les plus chauds du monde. La grande structure en béton procure une forte masse thermique, grâce au toit et au mur extérieur de 30 cm d'épaisseur. Le toit compte plus de 8000 puits de lumière vitrée, filtrant la lumière naturelle et empêchant la chaleur en réfléchissant le rayonnement solaire direct. Plus de 63% des façades sont en double vitrage haute performance, surtout à l'est et à l'ouest. Tout cela contribuera à un ensemble élégant et aéré, baigné de lumière naturelle.
Un terminal pensé pour une simplicité élégante et une lisibilité humaine, selon ses concepteurs, Foster et partenaires. Les propriétés d'isolation thermique pourraient significativement réduire la consommation d'énergie liée à la climatisation et à l'éclairage du terminal. On a surtout insisté sur la durabilité dans la conception et la construction du projet. Le gouvernement koweïtien vise la certification LEED Gold, une distinction écologique de la United States Green Building Society, celle qui respecte les meilleures pratiques environnementales de l'industrie. Si elle obtient cette distinction, ce qui est probable, elle deviendra l'un des rares terminaux passagers au monde, et sûrement le plus grand à l'obtenir. Voici des exemples de cette observation pendant la planification et la construction du bâtiment. Les plans ont pris en compte des mesures rigoureuses pour la conservation de l'eau, allant de l'installation de robinets à faible débit à la réutilisation des eaux grises consommées dans les lavabos et ensuite réutilisées pour la chasse d'eau des toilettes. Cela devrait réduire la consommation d'environ 50%. L'eau provenant des toilettes de l'aéroport sera également traitée sur place, puis utilisée pour irriguer les vastes espaces paysagers extérieurs, éliminant ainsi le besoin d'utiliser de l'eau potable pour l'irrigation jusqu'à 100%. Des matériaux régionaux respectueux de l'environnement ont été largement utilisés, avec une quantité importante recyclée à partir des déchets de construction provenant des décharges locales. Le budget de la construction prévoyait une équipe dédiée au nettoyage du chantier et au recyclage du maximum de déchets possibles. On a enregistré que 86% des déchets collectés ont été recyclés. En ce qui concerne les polluants, des matériaux de construction comme les peintures, les adhésifs et les mastiques ont été délibérément choisis pour leur faible niveau de composés organiques volatiles ou composés organiques volatiles. Des unités de traitement d'air high-tech seront installées pour assurer une qualité d'air et un confort thermique optimaux. Le terminal sera donc propre, lumineux, agréable et facile à parcourir. Conçu pour l'accessibilité et la convivialité, chacun de ces 5 étages rapprochés offre une expérience passager distincte. Le rez-de-chaussée et le premier étage, par exemple, sont dédiés respectivement aux arrivées et à l'enregistrement, tandis que les autres étages, accueillant principalement les services essentiels de l'aéroport, les portes d'embarquement et les salons Very Important Persons. Mais maintenant que nous avons parlé du bâtiment principal du terminal, à quoi peut-on s'attendre concernant l'expérience globale des passagers ? Quelles seront les avancées technologiques de l'aéroport ? Le cœur de l'exploitation, comme on pouvait s'y attendre, pour rester compétitif régionalement et internationalement et accueillir le trafic attendu, l'aéroport doit disposer de systèmes technologiques de pointe. Le système de gestion des bagages, répond aux attentes et compte parmi les fonctionnalités les plus avancées de l'aéroport. Conçu par le groupe allemand BEMA, il emploie des bacs pour trier, suivre et transporter rapidement les bagages sur des convoyeurs souterrains. Il pourra traiter 2930 bagages par heure dès son ouverture. Le système, doté d'une grande capacité d'évolution, assure un contrôle intégral des bagages grâce à des unités de tomodensitométrie à rayon X conformes aux normes de sécurité internationales. Le Early Baggage Storage à rayonnage, ou système de stockage anticipé des bagages, est essentiel pour l'efficacité opérationnelle du système. Cela permettra de stocker jusqu'à 1800 bagages, dans une zone désignée jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Un mini-chargeur automatique géré par ordinateur facilitera la gestion des enregistrements de bagages anticipés et évitera la saturation aux heures de pointe. Les valises de priorité inférieure seront transportées là-bas et stationnées avant d'être à nouveau acheminées vers leur avion, désigné juste avant le départ. Il utilise un système appelé « constitution de l'eau », qui regroupe automatiquement les bagages d'un même vol pour une récupération rapide. Cela accélère le processus de chargement sur les chariots ou les conteneurs et facilite le travail des agents au sol. Abordons maintenant l'expérience passager et les technologies avec lesquelles ils interagiront pour le contrôle des bagages à main. Les responsables ont investi dans des technologies avancées de tomodensitométrie et de scanners à rayon X, mettant fin à la séparation entre l'homme et les liquides de plus de 100 ml. Oui, les liquides et appareils électroniques resteront dans leur sac, là où ils doivent être, espérons-le sans trop de tracas. On peut s'attendre à de nombreux portiques intelligents de scan de passeport à l'immigration, supprimant les contrôles manuels. Ce sujet a reçu peu de couverture médiatique. Vu le budget, l'ampleur du projet et la concurrence internationale, cela paraît probable. Reste à voir combien d'infrastructures biométriques existeront dans les prochaines années. La reconnaissance d'empreintes digitales et faciales nécessite une inscription préalable, donc leur disponibilité reste incertaine, mais devrait croître avec le temps. Mais seulement si les passagers adoptent la technologie et s'inscrivent avant leur vol. Les avancées côté piste concernent le terminal. Après les douanes et le contrôle des passeports, l'aéroport accélère aussi.
Dans le cadre de la troisième phase mentionnée précédemment, les 36 portes d'embarquement du terminal seront équipées d'une technologie de pointe, à savoir des systèmes avancés de guidage visuel à l'amarrage, ou AVDGs. Bien que ceux-ci deviennent désormais une référence dans les aéroports les plus développés du monde, ils méritent tout de même d'être mentionnés. Essentiellement, ce sont des systèmes automatisés et de haute précision qui combinent des capteurs et un écran d'affichage pour guider les pilotes jusqu'à l'emplacement exact où leur avion a été assigné. À une porte donnée, cela remplace les signaleurs humains, élimine le risque d'erreur, réduit et standardise les temps de rotation et accroît la sécurité. Et parce qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Les responsables koweïtiens ont choisi la technologie la plus récente, assurant en théorie une identification et détection des avions et obstacles sur l'aire de trafic totalement précise. Un réseau d'éclairage avancé sera installé sur l'aérodrome pour la modernisation. Ils servent de repères visuels pour pilotes et contrôleurs, optimisant sécurité et fluidité en faible visibilité, surtout la nuit. Cela désigne des lampes LED bien espacées, délimitant seuil de piste, voies clos de circulation et parking. Toutes seront réglables manuellement ou automatiquement selon la visibilité. Cool. Donc la grande question reste toujours, est-ce que tout cela va porter ses fruits ? Le Koweït pourra-t-il rivaliser avec la vitesse fulgurante de ses voisins ? Avec toute cette montée en puissance, cela représentera-t-il un véritable défi pour leur domination régionale dans le secteur de l'aviation ? Le pari du Koweït ? Et la réponse courte est non, probablement pas, en tout cas pas dans un avenir proche. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar se sont diversifiés plus tôt et plus agressivement, soutenus par leurs revenus. Le Koweït n'a pas pu rivaliser. Cela dit, il ne vise pas réellement à devenir un centre touristique et de transit mondial comme Dubaï ou Iyad. Il peut devenir un centre clé du nord du Golfe en utilisant son aéroport pour développer le tourisme, attirer les investissements étrangers et servir de porte d'entrée moderne pour son économie et sa population. La question n'est donc pas tant de savoir s'il peut surpasser ses voisins dans le secteur de l'aviation, mais plutôt s'il peut suivre le rythme des normes élevées et en constante évolution du secteur aérien international moderne, voire même s'il peut se maintenir à son propre niveau. Des experts s'y opposent. Que le Koweït a déjà pris trop de retard, que ses problèmes sont si systémiques qu'il est pratiquement condamné à prendre encore plus de retard. Ils évoquent les mêmes causes du manque de compétitivité du Koweït, illustré par le départ de compagnies internationales dont United Airlines, Delta Air France et Singapore Airlines. Le problème de non-viabilité économique, d'équipements obsolètes et de lenteur décisionnelle vient d'en haut. Comme l'écrit une source, il y a trop de dépendance envers une seule autorité, l'autorité générale de l'aviation civile. La source avertit, le Koweït doit élargir le dialogue, intégrer d'autres entités crédibles et appliquer rapidement un plan d'action concret avec des délais pour inverser la tendance. Fin de citation. Un autre commentateur fait référence, je cite encore, une combinaison de négligence à long terme et d'occasions manquées. Les pays du Golfe ont investi des milliards dans des terminaux de nouvelle génération, des expériences passagers fluides et l'innovation numérique. Le Koweït a eu du mal à suivre le rythme. Fin de citation. En mai 2025, le président directeur général de Kuwait Airways a été démis pour des problèmes de conformité persistants. Quoi que cela veuille dire, et des retards dans la correction de graves insuffisances opérationnelles. C'est un signe fort que le gouvernement koweïtien prend au sérieux la vision 2035. Ceci révèle aussi des problèmes de gestion, sans doute liés à une culture d'entreprise souvent jugée stagnante. On soutient que, bien que les améliorations apportées à l'aéroport et aux compagnies aériennes témoignent d'une réelle volonté de croissance de la part du gouvernement, le Koweït manque, je cite, d'une stratégie nationale globale de l'aviation alignée sur des objectifs économiques plus larges. Renforcer les partenariats publics-privés, comme dans d'autres États du Golfe, serait une solution efficace. Un sondage d'Aviation Business Middle East a interrogé des investisseurs sur le retard du Koweït à redevenir une plaque tournante compétitive de l'aviation dans le Golfe. 46 ont répondu non, 32 pensent qu'un gros investissement pourrait le permettre et 8 estiment qu'une refonte totale de l'aéroport est nécessaire. N'oublions pas qu'au-delà de ses revenus pétroliers, le Koweït bénéficie aussi d'un atout majeur, sa situation géographique. Si vous observez les routes orthodromiques, soit la plus courte distance entre deux points sur un globe. Le Koweït est situé sous de nombreuses routes aériennes, reliant l'Europe à l'Asie du Sud et du Sud-Est. Cela implique des détournements et des vols de correspondance plus courts pour les compagnies aériennes, utilisant le Koweït comme hub. C'est un atout majeur pour les voyageurs internationaux et les exploitants.
Le temps économisé permet d'effectuer plus de vols en consommant moins de carburant. Tout cela signifie qu'ils gagnent plus, ce qui intéresse surtout ceux opérant sur les liaisons aériennes entre l'Europe et le sous-continent. L'Inde et le Pakistan sont parmi les plus grands couloirs aériens mondiaux. Le Koweït, au nord du Golfe, est la porte d'entrée de la région. Il est bien plus proche que ses homologues du sud-est des principaux marchés d'Europe, d'Afrique du Nord et d'une grande partie de l'Asie, tels que l'Iran, la Turquie, le Levant, l'Asie centrale et l'Europe de l'Est, qui sont d'importants marchés émergents commerçant fortement avec les États du Golfe. Le Koweït a donc un fort potentiel pour devenir un centre de fret clé grâce à son nouveau réseau routier près de la frontière irakienne. Mais plus important encore, grâce au chemin de fer du Conseil de coopération du Golfe prévu et historique qui doit relier les 6 États membres de l'Union politique et économique de la région. Si le Koweït atteint ses objectifs d'ici 2035, il pourra devenir un centre de fret et de transit. Considérez la zone économique du Nord, la ville intelligente prévue près de la frontière du Koweït et de l'Irak, où le gouvernement investit 33 milliards pour la construire. Elle veut devenir un centre logistique et industriel clé grâce à des investissements étrangers et privés. Près du port Moubarak al-Kabir, à la frontière irakienne, est connecté au projet ferroviaire du Conseil de coopération du Golfe. Sa connectivité sera cruciale pour son succès, non seulement pour diversifier l'économie nationale du Koweït en dehors du pétrole, étant un centre industriel productif à part entière, mais aussi dans le sens où il sera relié aux principales chaînes d'approvisionnement régionales. Cela, bien sûr, profite à l'économie grâce aux investissements directs et à la création d'emplois dans le commerce, le transport, la logistique, l'entreposage et bien plus encore. Mais surtout, cela peut fortement augmenter l'influence géopolitique du Koweït dans la région. Il peut devenir indispensable en créant de nouvelles chaînes d'approvisionnement entre l'Eurasie et les États du Golfe en croissance. Désormais, le nouvel aéroport accompagnera et alimentera cette croissance et il est destiné à devenir une partie intégrante de la stratégie nationale du Koweït. Le succès des autres objectifs de développement du Koweït, y compris le bien-être, les finances et les affaires, dépend du succès de l'aéroport comme moteur de revenus, d'investissements étrangers, de tourisme et de soft power. L'aéroport est essentiel pour ouvrir de nombreuses portes au Koweït au XXIe siècle. Parmi ces méga-projets figurent la zone économique du Nord, le chemin de fer du Conseil de coopération du Golfe et la future Cité de la Soie, plaque technologique et financière. Le Koweït peut se transformer afin de ne plus simplement être à la traîne sur le plan économique, mais de devenir réellement un acteur stratégique et économique incontournable pour l'ensemble de la région. Cela impliquera de devoir s'attaquer sérieusement à certains de ses problèmes politiques inhérents, de gérer des partenariats géopolitiques clés et de définir des objectifs stratégiques clairs pour l'avenir du pays. Merci de m'avoir regardé.